Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Mon invitée, Laura Poset, est psychomotricienne. Ce qui fait la singularité de son chemin, ce sont les parenthèses audacieuses qu'elle s'offre. Depuis le Covid, elle fait des voyages à La Réunion, en Australie, en Nouvelle-Zélande et bientôt en Amérique centrale ou en Asie. Nous allons explorer avec Laura une question fondamentale, comment sortir de la routine professionnelle et se réinventer. Salut Laura! Bonjour Élise. Alors, je t'ai invitée aujourd'hui à Trouve ton Move parce qu'on se connaît depuis quelques années. Tu as été ma stagiaire. Oui, en effet. Tu viens de l'école de Mulhouse. Oui. Et tu es venue à Besançon avec moi en libéral. Et puis, on a gardé contact parce qu'on s'entendait bien. Et je t'ai invitée parce que tu as un parcours assez atypique. Tu es une voyageuse. Oui. Et ça m'intéresse beaucoup. Il y a peut-être des psychomotes qui nous écoutent, qui ont des envies de voyage. Et je trouvais que ton expérience était sympa à partager. Mais on va commencer au début. Après avoir été diplômée, toi, t'es partie d'abord travailler, alors un grand voyage, à Strasbourg, c'est ça? Exactement. Ouais, tu peux nous raconter dans quelle structure? Oui, alors après mes 3 ans d'école en psychomotricité à Mulhouse, j'ai eu directement un poste, même avant d'avoir le diplôme, en unité mère-enfant, qui maintenant, je crois, s'appelle unité père-mère-bébé, où j'étais à 25%. Et ensuite, en parallèle, j'étais au CMP, donc c'est le centre médico-psychologique enfant, pour des enfants de 3 à 11 ans. Okay. Et donc, j'étais à 75% en CMP. Donc, tu as trouvé du boulot très vite à temps plein. Et là, tu as une expérience donc très centrée sur les enfants, mais aussi sur la guidance parentale. On va préciser du coup pourquoi ils sont hospitalisés. Alors, ce sont des parents ou des mamans en tout cas qui ont des troubles psychiatriques. Okay. Donc, j'ai eu des mamans qui avaient de la psychose, des troubles bipolaires, beaucoup de dépression postpartum, donc un désintérêt du bébé. Et puis, des mamans qui avaient subi des maltraitances aussi, avec leur conjoint, leur famille, ou qui étaient démunies toutes seules et qui avaient vraiment besoin d'aide avec leur bébé. Oui, des parcours de vie quand même atypiques. Exactement. Ou c'est des personnes qui peuvent plus vivre seules avec leur enfant ou assurer la survie de leur bébé, ou des conditions quand même très délicates. Oui, exactement. C'est des mamans qui sont complètement démunies et qui ont besoin du soutien des soignantes, du médecin et en plus, Dr Schertz, qui était la médecin du service, qui prescrit aussi les médicaments. Ah oui. Donc ça permet aussi de suivre les mamans pendant qu'elles sont en traitement. Et puis, on avait aussi des enfants qui avaient des syndromes de sevrage de drogue, d'alcool. Donc, ça permettait aussi de suivre le bon fonctionnement, développement du bébé. D'accord. Donc, une unité d'accueil en hôpital, mais quand même qui restait, c'est quoi, des appartements, des chambres? Comment faire pour accueillir un parent et son bébé comme ça? Alors, c'est compliqué, oui. Ce sont des chambres... vraiment des toutes petites chambres avec un lit, avec le lit du bébé aussi. Elles ont quand même aussi une petite salle de bain à l'intérieur de la chambre. Et puis, on avait une chambre qui accueillait aussi une chambre double, en fait, pour accueillir un papa. Ok. Donc ça, on n'a pas beaucoup eu, mais c'était possible en tout cas. D'accord. Et donc, il y avait aussi les 6 mamans qui étaient dans le service et qui restaient ça dépend, des fois ça pouvait être quelques mois, 2-3 mois, beaucoup plus. Il y a une limite d'âge pour les enfants? 3 ans. Ouais. Normalement, à 3 ans, les enfants sont suivis au CMP, donc centre médico-psychologique, juste à côté. Et les mamans peuvent continuer à être suivies par le Dr Schertz, qui elle aussi travaillait au CMP. Ok, ça permet une continuité de soins, quoi. Exactement. D'accord. Donc toi, tu interviens pour soutenir ce lien parent-enfant, par le côté psychomoteur. Alors j'essaye d'imaginer, par le jeu, par le corps, qu'est-ce que tu pouvais proposer concrètement? Alors, moi, j'intervenais surtout par un bilan psychomoteur au départ, pour évaluer les capacités du bébé. Et c'était surtout aussi des prises en charge conjointes avec une psychologue. Donc ça, c'était très chouette parce qu'on faisait des bilans conjoints
avec la psychologue. Et puis, ça permettait vraiment d'appuyer les capacités de l'enfant surtout. Et ne pas, voilà, c'est des parents qui sont souvent démunis. Donc, on appuyait sur les capacités de l'enfant. Et donc, ensuite, si je le pouvais, si j'avais de la place, je proposais un suivi psychomoteur avec des séances, avec du jeu, du portage. On avait beaucoup de jouets, en fait, de toutes les formes, toutes les couleurs qui étaient adaptés à chaque enfant aussi. Dans le service, il y avait aussi des massages bébés qui étaient proposés avec les parents et les enfants. Des massages assis avec les mamans. Mais moi, j'étais surtout beaucoup sur le jeu avec les enfants. Et puis, j'ai fait aussi des séances de relaxation avec les mamans. Ah oui. Voilà. Ouais, donc là, centré sur le corps du parent. Ouais, exactement. Ok. Et puis, un travail aussi émotionnel. On a fait un petit peu de théâtre. Et on est repassé. En fait, c'était drôle parce qu'on est vraiment repassé, même avec les parents, par les phases du développement psychomoteur de l'enfant. Ah oui. Pour que les mères aussi, qui souvent n'avaient pas eu un développement psychomoteur très harmonieux, puissent revivre les différentes étapes du développement psychomoteur. Oui, donc l'équipe, elle est un peu symboliquement porteuse de la maman, un peu le soutien familial certainement qui doit manquer aussi autour de ces personnes hospitalisées en psychiatrie, qui se retrouvent souvent seules, j'imagine, ou qui n'ont peut-être pas de soutien familial. C'est les soignants à travers, le travail un peu symbolique qu'ils peuvent porter. Exactement, c'est vraiment une fonction contenante de l'équipe. D'où l'intérêt aussi de beaucoup se concerter avec l'équipe, les réunions d'équipe qui étaient très importantes, pour vraiment pouvoir parler de la maman, des parents, du projet avec le bébé. Et surtout, ne pas être transparent avec les parents et l'enfant. Parce que les mamans passent beaucoup, beaucoup de temps dans l'unité mère-enfant. Et donc, elles ont besoin de cohérence, énormément. D'accord. Donc, bien, en fait, arriver à synchroniser avec l'équipe et se mettre d'accord sur les objectifs thérapeutiques et puis sur comment on peut suivre cette maman du mieux possible et puis l'aider à recréer vraiment un lien avec son bébé. D'accord. Et donc, toi, ta place de psychomote, tu l'as trouvée utile, efficace, ou alors ça a été compliqué? Comment tu t'es sentie dans ce monde-là, qui est quand même particulier? Alors, à 25%, je t'avoue que c'était un petit peu compliqué, parce qu'une psychomote en unité mère-enfant, ça nécessite beaucoup plus de 25%. Ça faisait à peu près, si je me souviens bien, 1 jour et demi. C'était très, très peu dans la semaine. Surtout que les réunions d'équipe, ça prend du temps. On a parlé des hospitalisations des mamans et de leurs bébés, mais il y a aussi tout un service de consultation externe où les mamans venaient aussi avec leur bébé, ou les parents aussi, avec leur bébé, où je faisais le bilan psychomote et où j'avais encore un suivi à côté. Mais ces mamans étaient à domicile, dans leur domicile respectif. D'accord. Donc, en fait, il fallait que je me partage entre l'hospitalisation, les 6 mamans avec leur bébé, plus les parents, enfants qui venaient en consultation externe. Ouais, sur 1 jour et demi. Ouais, ça faisait beaucoup, beaucoup. Mais après, c'est chouette, l'équipe m'a laissé les former un petit peu aussi. Albert Coman, qui a écrit De la naissance à la marche, qui est assez connu dans le monde de la psychomotricité. J'ai pu vraiment reprendre ce DVD avec les soignantes, les puéricultrices, les aides-soignantes, même le docteur Schertz, les psychologues. Et on a vraiment fait des petits groupes comme ça où on a repris tous les stades du développement psychomoteur de l'enfant. Et puis le portage, la relation à l'enfant, comment le regarder, comment le porter pour une meilleure interaction. Donc c'était très, très nourrissant, très chouette. Ok. Et ça t'a permis de laisser à l'équipe le soin d'apporter des conseils sur le développement psychomoteur. Exactement. Et toi, te charger peut-être des accompagnements plus individualisés. Exactement. Avec ton 25%. Ouais. Parce que j'ai vu que beaucoup de puéricultrices n'avaient pas notre formation de psychomotricienne. Et donc, pour le portage, pour changer les couches, en fait, c'était l'inverse de ce que nous, on nous a appris à l'école, pour apporter la sécurité à l'enfant. Ouais, respecter l'enroulement du bassin. Exactement. Le soutien sous la nuque. Ouais, comment redresser un enfant de la position couchée Exactement. Dans les bras sans passer par tirer sur les bras. Et oui, ces tout ça. Ok. Mettre de la rotation pour passer sur les postures sur le côté. Oui, donc il fallait de la cohérence parce que c'est les puéricultrices, les infirmières, les aides-soignantes qui sont tout le temps avec les mamans. Et moi, j'étais là en fait que pour des séances de psychomote. Ponctuelles. Voilà, exactement. Il fallait que ça soit cohérent entre ce qu'elle faisait et ce que moi, je faisais aussi avec le bébé. D'accord. Donc, c'est des mamans qui sont aussi très dépendantes de leur traitement, de leur état psychique. Ouais. J'imagine, quand c'est stabilisé,
elles peuvent être plus en interaction avec leur enfant. Tu as pu voir des belles évolutions aussi? Ah oui, Ouais. en effet. J'ai vu des très, très belles évolutions, dont une maman que j'ai suivie depuis que son enfant avait 3 mois Mmh. et je l'avais revue à 3 ans après, cette Ah oui. petite, qui s'était vraiment développée, enfin qui paraissait très harmonieuse dans son développement et donc c'est une maman qui avait un trouble psychotique, enfin qui a encore un trouble Mmh. psychotique. Le traitement l'avait complètement, assommée, donc c'était très compliqué pour elle d'être, présente, Mmh. en fait, dans l'interaction avec l'enfant. Mmh. Voilà, elle était pas disponible au niveau émotionnel et au niveau psychique pour son enfant. Mmh. Et ensuite, grâce au traitement, grâce à l'unité mère-enfant, l'hospitalisation, mes suivis en psychomote et avec la psychologue, on a pu voir l'évolution de cette petite de 3 mois jusqu'à 3 ans. Donc, il y a eu un suivi quand même assez long. Après, elle est rentrée au domicile, mais elle venait toujours en séance hebdomadaire ou tous les 15 jours. Et puis, on a pu voir une très belle évolution. Et c'est là que j'ai pu voir que le traitement est hyper important. S'il ne s'est pas stabilisé, la maman ne peut pas être disponible au niveau psychique et émotionnel pour l'enfant. Et donc maintenant, je pense que c'est une petite fille qui est très heureuse, une maman qui a réussi à créer du lien avec son enfant. Et moi, ça m'a beaucoup émue de la revoir quand la petite avait 3 ans. Bah oui, j'imagine. Et là, on est vraiment dans des actes de prévention, Oui. où on n'est pas obligé de passer par l'aide sociale à l'enfance, on maintient ce lien, mais il faut une équipe, il faut mettre les moyens. Exactement. Ouais, il faudrait augmenter ces temps de psychomote Mais bien aussi sûr. dans ces unités qui sont précieuses. J'ai fait beaucoup de prévention sur les écrans aussi. Ah oui. Ouais, pour les petits, voilà, montrer le développement d'un enfant avec et sans écran. Tu vois, notamment au niveau du dessin du bonhomme, par exemple, au niveau de la manipulation, tout ce qui est motricité motrice, la motricité fine, la motricité globale, tout. Oui, tu veux dire l'impact des écrans sur le mauvais développement du... Exact. Ouais. Ouais. On le voit dans le dessin du bonhomme, la motricité fine, etc. Car les écrans sont de plus en plus présents aujourd'hui. Oui, donc, puis alors, chez un parent qui n'est pas disponible, c'est compliqué de se mettre au niveau de son enfant et de lui proposer des jeux. Ouais. Donc, la solution de facilité était souvent les écrans. Oui, c'est ça. Okay. Et ces ateliers, ils sont pas trop vécus comme un truc un peu rébarbatif pour les parents? Comment t'amener ça? Eh ben, il faut les amener avec les dessins du bonhomme concret, avec des affiches, avec beaucoup de schémas. Des exemples, Oui. Parler du développement cérébral aussi, ce que ça fait au niveau du cerveau, de quoi on prive l'enfant aussi, toutes les interactions sociales qui sont plus les mêmes par la suite. Donc, en fait, les parents... c'est compliqué avec des parents qui désinvestissent leur enfant. Donc, c'était pas quelque chose à faire en premier. Eh oui. Mais quand on voyait qu'il y avait vraiment un lien qui se créait entre l'enfant et le parent, c'est vrai qu'après, on pouvait parler de ses écrans. Ok. Et puis... deuxième intention, quoi. Ouais. Et vraiment mettre le parent dans la prise en charge, acteur de la prise en charge. Par exemple, en séance, ça m'est déjà arrivé que des parents soient sur leur téléphone. Et donc, c'est un peu délicat. Donc, c'est un peu délicat de de leur faire comprendre que leurs enfants ont besoin d'eux à ce moment-là. Et pas que... Parce que l'enfant repère, en fait, tout ce que le parent fait. Son désintérêt en particulier. Exactement. Donc, il a besoin que le parent soit présent, sans écran, à la séance, et puis focaliser aussi sur ce que l'enfant veut montrer. C'est dur de raccrocher quelqu'un et de lui dire « Eh oh, je suis là !» Son écran, on le met de côté. Ouais. T'avais des astuces un peu? Ou c'était une règle que t'imposais dès le départ ou... J'ai dit plusieurs fois, écoutez, peut-être que si c'est pas important, votre téléphone, vous pouvez peut-être répondre plus tard au message. Et je rapportais toujours sur ce que l'enfant savait faire. Regardez, là, il vous pointe quelque chose du doigt. Vous avez vu ce qu'il vient de faire. Et puis, c'était, au bout d'un moment, après, les parents, ils comprenaient l'intérêt vraiment des séances et ils laissaient leur téléphone. Ouais. Donc, tu étais dans le commentaire un peu à chaud de ce qui se passe pendant la séance de psychomote. Exact. L'analyse à chaud, comme ça, partagée. Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux dans la prévention aussi. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu mettre quelque chose pour, dès le départ, pas de téléphone. Un cadre. Un cadre. Après, il faut y aller par petites touches. T'es très prudente, on voit, dans ta façon d'amener les choses aussi. Et surtout que moi, en tant que psychomotricienne sans enfant, je me suis sentie des fois pas vraiment légitime de donner des conseils aux mamans qui ont des enfants. Donc, plusieurs fois, les mamans m'ont demandé « Ah, vous avez des enfants ?» Et c'est vrai que cette question est toujours un petit peu difficile à répondre parce que au bout d'un moment, tu te dis « Qui suis-je pour donner des conseils sur la relation parent-enfant ?» alors que même moi, j'ai pas expérimenté ça de mon côté en tant que maman. Ouais.
Et alors, comment tu réponds aujourd'hui? Aujourd'hui, je répondrais, je répondais de façon déjà que j'avais pas d'enfant, mais que mes études m'ont permis de savoir ce qui était bon pour le développement psychomoteur du bébé et pour les interactions. Et que vraiment, je leur disais que j'essayais vraiment pas de les faire culpabiliser, que j'essayais de les comprendre, que c'est pas facile d'être maman. Et puis, c'est des conseils que je leur donne, mais que c'est elles ou eux les parents. Donc après, c'est ce qu'il y a de mieux pour leur bébé, selon moi. Et après, c'est eux les parents, c'est eux qui décident. Donc vraiment, c'était pas de les faire culpabiliser parce que je pense que c'est la pire des manières, en fait. Eh ben oui, de s'y prendre. Ouais. Et puis oui, c'est important ce que tu dis, tu as un regard, tu as été formé, elle est riche, notre profession. On a le côté, tu disais, intéressement au développement cérébral, à la motricité, à la relation. C'est un regard qui est quand même très riche. Et je pense qu'ils pouvaient le percevoir avec toutes tes observations. Donc, c'est la meilleure des réponses. Exactement. Et puis donc, en parallèle, tu avais ce travail en CMP, donc des enfants là qui présentent des troubles. Comment tu les décrirais du coup en quelques mots, ces troubles-là? Alors, on avait des troubles du comportement, on avait des enfants atteints d'autisme, on avait des troubles de l'attachement, on avait des troubles de l'écriture, des troubles des apprentissages, beaucoup, de l'hyperactivité aussi. Voilà, c'est des enfants qui étaient souvent qui avaient des troubles au niveau de leur développement. D'accord. Ça, en général. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, on s'occupait de faire le bilan de ces enfants. Donc, psychologue, on avait des éducatrices, psychomotriciennes, médecins. Et puis, c'était d'apporter une réponse assez rapide aussi pour ces enfants, donc un diagnostic. Souvent, même pour l'autisme, c'était pas notre rôle de faire des bilans pour arriver à déceler l'autisme. Oui. Mais en tout cas, on avait les psychologues du service qui faisaient des tests purement pour déceler l'autisme. Et puis, le médecin se basait aussi de mon bilan psychomote pour faire un diagnostic. Oui, d'accord. Donc, un vrai travail d'équipe pour poser un peu des mots sans mettre des étiquettes non plus, mais commencer déjà un premier accompagnement. Exactement. Assez vite. Oui. Bon, la réalité était différente parce que les listes d'attente sont très, très grandes. On avait plus d'1 an d'attente pour les suivis psychomotes. D'accord, donc le plus vite possible alors, on va Voilà, dire. c'est ça. Mais c'était très riche aussi parce que j'ai fait des bilans conjoints avec les psychologues. Oui. Donc ça, les 2 regards, ils sont imparables. C'est vraiment, je pense, le meilleur Donc vous des étiez bilans. les 2 dans la même pièce avec l'enfant? Exactement. Ah, trop bien. Exactement, ça c'était très chouette. Et puis comme ça, en plus, on faisait notre retour au médecin du bilan ensemble. Ah oui. Et si on pouvait, on retrouvait après la famille pour faire, nous, expliquer notre grille, en fait, notre regard sur le bilan. D'accord. Donc ça, c'était chouette. Tu t'es sentie à ta place? Ah oui. C'était pas trop dur pour toi, te dire, comment je vais me différencier de la place du psychologue, Non, par la motricité notamment. Ouais. Et puis beaucoup les émotions. En vrai, j'avais totalement ma place. J'avais totalement ma place. Ça s'est construit facilement pour toi? Oui, ouais, complètement. Et puis j'avais une très bonne équipe. Oui, c'est bien très entourée. personnodépendant aussi. Si le feeling passe avec les collègues, oui, ça peut aider. Et pareil, on faisait des groupes éducatrices psychomotes. Donc ça, c'était très chouette. Les éducatrices étaient là pour le cadre. Et moi, j'étais là pour proposer des séances psychomotrices. Ouais. Avec les différentes fonctions psychomotrices. À travailler derrière, sous-jacentes. Ok. Ouais, donc c'est toi qui amenais la trame. Oui, exactement. Et elles étaient en soutien pour respecter le cadre. Oui. Ouais. D'accord. Donc une belle expérience, mais malgré tout, il y a un moment où il y a un revirement de situation qui arrive, tu m'as dit, à la période du Covid. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui s'est passé pour toi? Exactement, le Covid qui était mal vécu dans l'hôpital, par, comme tout le monde le sait, tous les chamboulements qu'il y a eu au niveau de l'hôpital. Et donc, une amie qui m'envoie un message un jour qui me dit « Mais tiens, Laura, tu m'avais dit qu'après tes études, tu voulais aller dans les dom-toms pour exercer en tant que psychomote. J'ai vu une annonce sur Facebook, voilà, donc elle m'a envoyé une capture d'écran. Et moi, j'ai postulé du tac au tac en disant « Pourquoi pas, si ça passe, c'est génial, sinon tant pis. » Donc, je fais assez confiance aux signes de la vie. Donc, j'ai eu Solène qui proposait un remplacement de congé maternité. À La Réunion. À La Réunion. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Oui, moi je sais. Mais... Et donc, on s'est appelé au téléphone un petit moment. Et puis, je crois que c'était un jour après. Elle m'a déjà donné une réponse en disant « Écoute, même si tu es en métropole, je sens que tu vas te déplacer, tu vas venir. Tu m'as l'air très motivée. Donc, la place, elle est pour toi. » Ok.
Donc, J'avais un mois. un mois pour te préparer et tout quitter à Strasbourg, pour t'installer à La Réunion. Et tu connaissais déjà La Réunion? Oui, j'étais déjà allée un mois entier. Je crois que c'était 6 mois avant. J'avais fait un mois à La Réunion en vacances pures. Beaucoup de rando, découverte de la culture réunionnaise. Ok. Donc là, tu t'es dit, ok, je fonce à l'hôpital, c'est quand même compliqué. Oui. Ouais, t'avais peur de plus te faire plaisir dans ton métier? Comment tu voyais les choses? C'est ça, je pense que j'avais besoin de changement aussi. J'avais besoin de changer de lieu aussi. Même si j'adorais, puis mon équipe, je suis toujours en lien avec elle aussi. J'adorais mon équipe, j'adorais le travail que je faisais. Mais les voyages Strasbourg-Mulhouse commençaient à être un peu pesants, un peu longs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à peu près 1h15 de train un aller en fait, donc c'est long. Et puis le froid, et puis j'avais envie de quelque chose de nouveau et j'avais La Réunion qui était en tête depuis le voyage que j'avais fait là-bas quand même. Ouais. Un gros coup de cœur. Un bon feeling, voilà, ok. Donc comment tu prépares ça? Comment on s'installe à La Réunion, parce que c'est les dom-toms, mais La Réunion c'est bien précis. Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche? Comment on trouve un logement? Par quoi tu as commencé, toi? Alors déjà, au niveau psychomote, pour le libéral, déjà, il y a toutes les inscriptions au niveau ADELI. Il faut s'inscrire au CGSS, qui est la Caisse générale de sécurité sociale. Donc, on obtient un numéro de SIRET, un numéro de sirène. Donc, en fait, c'est le même parcours qu'en France métropolitaine. Au niveau du libéral, donc c'est assez simple. Tout se fait en ligne, en fait. D'accord. Rien de particulier de ce côté-là. Rien de particulier. Ok. Alors, un peu plus compliqué, c'est de trouver un logement à La Réunion. Et oui, c'est cher. C'est cher. Et puis, ça commence à être saturé. C'est complètement saturé, exactement. Donc, moi, je suis partie avec mon ex-copain de l'époque, mon copain de l'époque, et on a trouvé une colocation. Mais très difficile de trouver un logement quand tu es en métropole. Donc, tu sais que tu vas arriver sans logement. Donc, nous, on a eu de la chance. On a fait plusieurs visios avec des colocations. On a été pris assez rapidement. Ouais, ça marche beaucoup par visio, effectivement. Exactement. Et on est arrivé, on avait déjà notre colocation. Donc, ça, c'était chouette. Je suis arrivée, j'ai dû commencer un jour après. En libéral. Une petite sieste et on y va. Et par contre, super important, avoir une voiture. Parce que La Réunion, on a besoin d'une voiture pour se déplacer. Les bus, à 18h, il n'y a plus de bus. Et puis, mon logement était à 15-20 minutes de voiture de mon lieu de travail. Ouais. Il faut faire attention aux arnaques des voitures, il y en a beaucoup. C'est-à-dire C'est-à-dire que La Réunion, c'est un peu particulier. C'est le business des voitures. C'est pas très simple parce que les contrôles techniques sont modifiés. On peut payer en fait des gens qui nous donnent un contrôle technique vierge. Ouais. Ça se fait beaucoup sur les îles. D'accord. Et donc, tu falsifies, tu remplis à ta façon. Ouais. J'ai des amis qui ont eu des problèmes avec ça. T'es pas sûr d'avoir une voiture qui tienne la route, quoi. C'est ça. Il faut aussi connaître, avoir quelques notions de mécanique avant de partir. Psychomote plus mécanicienne, en fait. C'est ça. Ok. Polyvalent. Mais tu as réussi à trouver finalement. Bon, après, on peut louer une voiture au départ et bien sûr. après en acheter une. Enfin, voilà. Bien sûr. Faut prendre le temps. Un petit quand même budget, quoi. Exactement. À prévoir. Ok. Et c'est des routes, faut se les coltiner quand même. Hein, oui. À La Réunion. Oui, en effet. C'est petit. Ça dépend si on travaille au niveau des grands axes. Des grands axes, autour de l'île ou dans les terres. C'est différent. D'accord. Mais oui, c'est vrai que puis même la conduite à La Réunion est un peu différente de la conduite en métropole. C'est-à-dire les gens sont plus rapides. C'est un peu plus. Il y a beaucoup de voitures tunées. Oui, c'est un peu la vitesse. Il faut faire attention. D'accord. Et puis, donc là, tu as trouvé voiture, logement, donc beaucoup de colocations, effectivement, à La Réunion pour réduire les coûts. Tu as trouvé le boulot. Et là, tu arrives, changement de climat. Oui. Moustique. Moustique, la dingue, qui est pas mal présente aussi. Il faut faire attention, je l'ai pas eu, mais c'est possible. Il fait très chaud, il fait quand même assez humide. Oui. Mais moi, c'est tout ce que j'aime, donc c'était parfait. Ça a été pour toi. Ça t'a pas fatiguée? Non, ça m'a pas fatiguée. Ça m'a pas fatiguée. Et j'ai été très bien accompagnée par ma collègue qui était en congé maths. Ah oui. Elle m'a beaucoup aidée, en fait, beaucoup épaulée, beaucoup guidée sur les enfants. Elle m'a beaucoup expliqué. Sur le travail de psychomote. Oui, sur tout. Et sur chaque enfant aussi. Ouais, d'accord. Un vrai accueil de collaboration. Exactement. Voilà, sain et... Ok. Oui. D'accord. Et donc là, tu te retrouves à quel rythme t'as travaillé à La Réunion? Alors, j'ai travaillé, donc j'avais que quelques jours en libéral au début. Donc j'avais, c'était 3 mois de congé mat, de remplacement de congé mat. J'avais, alors si je me souviens bien, c'était 2 jours et demi à peu près.
Et donc, un mois après, à peu près, j'ai trouvé une autre collaboration dans un autre cabinet, pas au même endroit, qui là, c'était plus pour 1 an et demi. D'accord. Donc, c'était très chouette. C'était exactement ce que je voulais. Et puis, les 3 mois de congé mat, c'était que pour 3 mois, mais j'ai quand même fini. Elle cherchait quand même une collaboratrice par la suite, si ça se passait bien. Donc, j'ai quand même eu quelques jours ensuite. Quand elle est revenue de congé mat, j'ai pu continuer dans le cabinet. 2 cabinets, quoi. Voilà, D'accord. c'est ça. Et tu disais, j'ai pu continuer parce qu'en fait, il y a de la demande. C'est dur de trouver du travail de psychomote à La Réunion, ou à l'époque, en tout cas, comment c'était, et aujourd'hui, est-ce que tu sais un peu? Alors, à l'époque, quand j'y suis allée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller travailler à La Réunion, mais se lancer, c'est compliqué. Donc, entre l'envie et puis l'acte, il y a quand même un grand fossé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très attirées pour aller à La Réunion, mais il n'y en a pas beaucoup qui restent parce que on est loin de la famille, on est loin des amis, c'est quand même C'est désancrage. une petite île, ouais, voilà, exactement. D'accord. Et il faut, après, soit il faut trouver un logement, il faut s'y plaire, il faut aimer la culture réunionnaise. Et puis être loin, on est quand même à 11 heures de vol de Paris, au milieu de l'océan Indien. Donc, c'est différent. La nourriture c'est plus cher souvent, surtout si on veut des produits de métropole, du fromage, de la viande, c'est beaucoup plus cher. Donc, il y a un ancrage à retrouver, tu disais, qui, toi, a été assez facile pour toi. Moi, je suis venue te rendre visite et je t'ai trouvée très à l'aise. Ah oui, ouais, on a passé des bons moments. Et puis, surtout, tu as découvert des activités qu'on ne peut pas faire en métropole. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Enfin, moi, je t'ai vue, tu es devenue sportive de haut niveau quand même. Elle avait peur de rien. Non, mais c'était surtout le bivouac. En fait, le camping sauvage est autorisé à La Réunion. Et donc, beaucoup de randonnées. Moi, j'ai découvert la randonnée à La Réunion. Les montagnes, très accessibles. On peut dormir dans des gîtes aussi, dans les cirques. Il y a 3 cirques à La Réunion. Et c'est vrai qu'on est en dehors des voitures. On est dans une petite bulle, un peu. Et donc, j'ai fait des grosses randonnées d'alpinisme. Ouais, c'est quand même éprouvant parce qu'il y a un dénivelé assez important. C'est une île volcanique. Oui. De l'escalade, du canyoning. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le canyoning. J'ai découvert... faut pas avoir le vertige. Ouais, il y a des choses que j'ai annulées. Ça me faisait peur. Mais voilà, c'est tous les sports extrêmes. Le parapente, par exemple, il y a du parachutisme, de la plongée. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités à faire à La Réunion. Dans la nature. Oui. C'est ça qui est sympa. Et il y a le volcan aussi, qui est en éruption presque tous les ans quand même. Et donc, c'est aussi quelque chose à voir et à expérimenter. Aller dans le volcan, c'est ça? Près du volcan, c'est pas autorisé. Ouais. Mais c'est... Et tu parlais donc de la culture créole. Comment tu l'as vécu? Parce que du coup, tu as été en contact par tes consultations psychomotes avec des familles. Comment ça s'est passé pour toi, cette peut-être différence de culture? Je me rends pas compte. Alors, certaines familles quand même en état de précarité sociale, au niveau du logement. Ils appellent ça les savates, des coups de savate qui pour eux, ou des coups de ceinture qui sont encore banalisés à La Réunion, malheureusement. Donnés aux enfants. Okay. Donc, les parents qui parlent aussi très mal, en créole aussi, aux enfants. Alors, pas tous, j'ai eu des familles créoles qui étaient très attentionnées, qui étaient très respectueuses aussi avec leurs enfants et qui vraiment demandaient des conseils aussi pour... même qui voulaient travailler la psychomote à la maison. Donc, voilà, mais j'ai été choquée par certains comportements, des familles dans les salles d'attente. Oui, c'est compliqué. J'ai l'impression que La Réunion est des fois un petit peu en retard aussi par rapport à la métropole. C'était moi ton ressenti. Mon ressenti. Et aussi, il y a des parents qui pouvaient pas se payer de séance de psychomote, donc ils ont eu des aides de la PCO, qui est la plateforme de coordination et d'orientation. Et grâce à elle, on a réussi à avoir des parents qui étaient en grande précarité sociale et qui ont eu des séances de psychomotricité, par exemple. Ouais. Accessible. D'accord. Mais ils me parlaient en créole, c'est vrai que des fois, c'était un peu compliqué. Ouais. On est appelé les oreilles à La Réunion parce qu'on tend l'oreille pour essayer de comprendre ce qu'ils disent. Ouais. Ça ressemble, il y a des mots qui sont assez similaires, mais c'est compliqué quand ils parlent en créole, voilà. de tout suivre. Ouais. Mais les Réunions sont aussi super gentils, super accueillants. Les Réunionnais, ils sont très accueillants. Il y a un côté où on se sent hyper bien aussi là-bas. Donc... Ça, tu l'as ressenti aussi en tant que professionnel? Oui, j'ai même pas ressenti du tout de racisme à mon égard. Ouais. Les familles créoles étaient très contentes que je sois là, en fait, pour prendre en charge leurs enfants. Pour les soins. D'accord.
OK. Parce qu'il manque il y a une école de psychomotricité à La Réunion. Et oui. Mais c'est vrai qu'il manque de professionnels à La Réunion. Enfin, moi, il manquait de psychomotes à La Réunion quand je suis arrivée. Ouais, d'accord. OK, donc une belle expérience pour toi. Tu travaillais quand même pas mal. Ça t'a permis de mettre de l'argent de côté? Ah oui. Toi, ça a été plutôt «rentable» entre guillemets, Oui. pour aussi tes futurs projets? Exactement, j'ai mis beaucoup d'argent de côté parce que je travaillais du lundi au vendredi, des fois le samedi matin aussi. D'accord. Et des fois de 7-8 heures le matin jusqu'à 19 heures à peu près. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Et en parallèle, tu as été contactée par la PCO justement, par cette plateforme pour coordonner les soins. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour toi? Alors je cherchais un petit temps parce que j'avais vraiment envie de travailler beaucoup à La Réunion. Et puis je connaissais la PCO, donc plateforme de coordination et d'orientation, via les parents qui venaient avec des prescriptions des médecins de la PCO. D'accord. Donc la PCO, c'est une plateforme de coordination et d'orientation qui permet en fait un diagnostic précoce pour des enfants qui ont des suspicions du trouble du neurodéveloppement. Et puis c'est des enfants là qui étaient de 0 jusqu'à 11 ans. 11 ans révolus. Et puis, j'ai vu qu'il y avait référente de parcours, donc le poste de référente de parcours qui s'est ouvert. C'était un tout petit temps. J'ai beaucoup aimé ce métier-là qui est complètement différent du métier de psychomotricien. D'accord. Donc en fait, en tant que référente de parcours, on accueille les familles dont le dossier a été validé. Quand le dossier est validé, on a une réunion d'équipe, le médecin et la référente de parcours, pour parler de l'enfant. D'accord. Donc moi, je travaille le dossier en amont, en fait, pour voir un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qui pourrait être bien pour proposer aussi à l'enfant. Et donc, avec le médecin dit « OK, on va proposer un bilan psychomote, ça peut être un bilan en ergothérapie aussi, ou des séances de psychologie. » D'accord. Et donc, ensuite, moi, quand c'est statué, quand le médecin a fait ses prescriptions, c'est moi qui vais donner les prescriptions médicales aux parents en les rencontrant. D'accord. Et en prenant tous les éléments que les parents ont à me dire sur le développement de leur enfant, sur l'école, comment ça se passe, dans la famille. OK. Et à ce moment-là, je leur donne les prescriptions, je leur explique ce qu'est la psychomotricité, l'ergothérapie et la psychologie. D'accord. Et une fois qu'ils ont les documents, ils vont faire les bilans. Et on se retrouve une deuxième fois. Donc, je les revois une deuxième fois en réunion que j'organise avec le médecin, l'école, la famille et puis les professionnels de santé qui ont été monopolisés en fait pour le bilan. D'accord. Et ensuite, on voit s'il y a un suivi en psychomotricité, des séances de psychologie, d'ergo. Vous coordonnez Exactement. pour voir quels sont les besoins c'est ça. de chaque enfant. OK. Généralement, c'était 35 séances. 35 séances prises en charge par la plateforme. Voilà, tout est gratuit pour la famille en fait. Que ce soit psychomote, ergo, accompagnement psychologique. Oui, exactement. Il y a aussi de l'attente. Donc, il faut savoir qu'il y a de l'attente. Et bien oui, selon la disponibilité de chaque professionnel. Exactement, c'est ça. D'accord. Et puis, et surtout de l'attente aussi des dossiers de la PCO. Parce qu'ils reçoivent beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. D'accord. Mais c'est un métier qui m'a permis de faire quelque chose de complètement différent par rapport à la psychomote. Donc j'expliquais mon métier, mais c'était drôle. Et en même temps, je leur expliquais le rôle de la PCO. Et puis je leur donnais aussi des pistes, certaines pistes aussi avec leur enfant. Et puis, il y avait beaucoup de tableaux Excel, il y avait beaucoup d'organisation d'appels. Donc, c'est un métier. Exactement. C'est très protocolaire. On est beaucoup devant un écran à passer, à organiser. C'est beaucoup un métier d'organisation. Oui, c'est ça. Et ça t'a pas dérangé? Pas du tout. C'était complémentaire de la clinique où tu es dans l'action, le mouvement. Exactement. Là, tu te poses un peu et des fois, les tableaux, ça paraît plus facile que la clinique, non? Oui, c'est ça, exactement. Ça permet de souffler. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de très concret aussi dans la PCO, dans mon rôle de référente de parcours, parce qu'on donne les prescriptions médicales et les parents sont très contents, généralement. Et ensuite, on crée du lien entre les professionnels de santé, l'école, les médecins, la famille. Donc, c'est un travail qui est très riche et qu'on voit directement l'impact. Oui, tu as une satisfaction quand même. OK. Bon, il y a des polémiques actuelles sur la PCO, le fait qu'on soit pas bien financé, les professionnels, pour faire le travail demandé, mais on va dire que c'est les débuts, c'est les prémices. Ça fait quoi, 4-5 ans que ça existe? Je sais que à La Réunion, les professionnels de santé, que ce soit les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, psychomotriciennes, étaient contents d'avoir la PCO. Oui. Parce que même moi, satisfait.
Ça me donnait aussi des patients de PCO. Oui, Donc, ça permet d'avoir du travail. Oui. Après, il faut qu'ils soient suffisamment rémunérés. Ouais, c'est ça. Et puis que la coordination soit faite correctement. Toi, tu as eu le sentiment de pouvoir le faire dans des bonnes conditions? Alors Ce oui, travail de coordination? Ouais. oui. Après, c'était beaucoup de travail au niveau des factures, pour aussi l'attente d'être payé. C'était une organisation qui n'était pas forcément facile. Mais moi, j'avais un pied dans la PCO. Donc, c'est vrai que peut-être que mon avis était biaisé. Oui, toi, tu étais plutôt satisfaite. Oui. Mais il y a, pour décrire un peu les choses, il y a des professionnels qui passent par la PCO quand on en ont marre d'attendre d'être payés, qui sont sous-payés, Oui. qui trouvent que les réunions de coordination ne fonctionnent pas toujours bien. Enfin, Oui. c'est un peu l'expédition aussi. Il y a tellement de demandes. Faut se donner les moyens et ça manque encore. Je pense que ça dépend des équipes de la PCO aussi, s'ils sont à l'écoute. Donnés, Ouais, c'est ça aussi. Et oui, bien sûr. On va dire que c'est encore en construction, tout ça. Oui, ça va se moduler petit à petit. J'espère. On va rester positive. Ok, donc tu as eu ces 2 expériences pro et puis tu as passé quoi, 2 ans et demi à La Réunion? 1 an et demi. Ah, 1 an et demi, je t'en ai rajouté un. Et ensuite, te voilà avec d'autres projets en tête? Et oui, alors après les 1 an et demi à La Réunion, ça a été très dur de quitter La Réunion. Je me sentais très très bien à La Réunion, comme chez moi. Mais c'est vrai que me manquait le côté du voyage, d'apprendre l'anglais surtout. Et c'était un projet, c'est drôle parce que j'étais venue à La Réunion pour 3 mois. Juste pour le remplacement de congé mat. Et j'attendais que la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ouvrent ses frontières pour partir faire un programme vacances-travail. Après le Covid, tu veux dire? Exactement. Ouais, c'est ça. Tu as attendu plus longtemps que prévu finalement. Oui. Au final, on reste jamais 3 mois à La Réunion. Ok. Donc, tu voulais apprendre l'anglais. C'est ça qui t'a stimulé. Et donc, comment tu prépares un voyage à l'étranger aussi loin? Et comment tu quittes un métier? Parce que finalement, tu as changé un peu de branche là. Ah oui, quitter un métier, c'était difficile, surtout la tâche avec les familles, les patients. Ils savent jamais sur qui ils vont tomber, de nouveau. Il faut trouver des remplaçants aussi au niveau de la psychomotricité. Moi, au niveau financier, c'était bien parce que j'avais beaucoup d'argent grâce à La Réunion. Voilà, quand tu vis en coloc, tu dépenses moins d'argent aussi. Et puis, on est partis à 2 avec un de mes amis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup organisé ensemble. Il y a beaucoup de sites qui permettent d'organiser un programme vacances-travail. D'accord. Des vidéos YouTube aussi. Et donc, c'est tout un cheminement pour après aller en Australie. Ouvrir un compte, commencer à voyager, trouver un travail là-bas. Ouais. Parce que le but, c'était quand même aussi d'être dans le travail en Australie. D'accord, mais pas psychomote. Non, pas psychomote. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce que j'avais envie de quelque chose de différent, je pense. J'avais envie de faire du woofing aussi. Tu sais, c'est quand tu travailles 3, 4 heures, 5 heures par jour pendant 4-5 jours. Oui. Et tu es nourri, logé dans une ferme, dans une famille. Et donc, tu travailles, tu développes des capacités autres que psychomote. Et puis, tu es vraiment avec la famille, avec la culture. D'accord. J'ai été avec des enfants aussi en woofing. Okay. Ça m'a fait super plaisir d'être de nouveau avec des enfants. Parce que j'ai vraiment cet attachement assez fort avec les enfants. Mais j'avais besoin de changement, je pense. Et le métier de psychomote avait perdu un petit peu de sens. Ah oui. Je pense, tu sais, le libéral, enchaîner les séances. Un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait pas sens pour moi. Tu te sentais pas efficace? Comment tu dirais ça? Je me sentais peut-être que je me suis trop surchargée au niveau des séances. Ah d'accord, et puis dans ce sens-là. Et j'avais eu aussi un problème avec une maman qui m'avait pas payée. Ouais. Il y avait aussi cette histoire qui m'avait aussi pas mal touchée. Je m'étais pas sentie reconnue dans mon métier de psychomotricienne à ce moment-là. Ouais. Donc ça avait été un coup un peu difficile. Donc d'eau, quoi. Ouais, ça m'a fait plaisir de quitter le métier de psychomotricienne en disant je reviendrai sûrement par la suite. Ouais. Ce n'est qu'une parenthèse. Ah oui, d'accord. Tu avais besoin de cette parenthèse. Voilà. Quoi. Je pars 1 an voyager en Australie, peut-être en Nouvelle-Zélande, on verra bien. Et puis là, 2 ans après, toujours sur les voyages. Bon, là, elle vient faire une petite pause à Besançon, mais ouais, tu as le projet de repartir. Donc, tu as vécu là 1 an en Australie? Ouais, j'ai vécu un peu plus d'1 an en Australie, entre travail, faire tout le tour de l'Australie en 4x4 et tente de toit, et le woofing. Et ensuite... You speak English? Yeah, of course. I love it. Thank you. No worries. Donc, ça m'a... Objectif atteint. Objectif atteint, les relations que j'ai créées là-bas, ça fait du bien de voyager. Ouais. Parce que ce que tu me disais, toi, tu veux découvrir la culture, mais il y a le côté nature.
Oui. T'as été impressionnée par les animaux que t'as pu Ah là voir là, les serpents. Les plus dangereux au monde, d'ailleurs. Ah oui, ça te fait rire, donc tant mieux. Je suis passionnée de serpents. Je me suis mis à la photographie, à la vidéographie d'animaux. D'accord. Donc, l'Australie, incroyable, hein, la faune et la flore, des kangourous partout, des wallabies, des koalas. On en trouve moins des koalas, mais on en trouve quand même. Ouais. Des serpents, des grosses araignées. J'ai des requins, des méduses. Beaucoup d'animaux dangereux, mais très fascinants. D'accord, oui, c'est ce côté-là qui est ressorti. Ouais, donc tu as développé des nouvelles compétences. Ah oui. Bon, je sais pas, t'as cueilli certainement quoi? Du coton, tu m'avais dit? Alors, j'ai travaillé dans une usine de coton Ouais. pendant 5 mois, 12 heures par jour, 7 jours sur 7, avec 3 jours de pause entre tous les 7 jours. Pire qu'un psychomote en libéral. Ah oui, c'était très manuel pour le Ouais. coup, très, très physique. J'avais un boulot qui était très, très fatigant, mais une très bonne ambiance. J'ai ramassé les cerises et les pommes. Ok, d'accord. Et c'est tout au niveau du travail. Ouais. Et après, l'argent que t'avais t'a permis de voyager un peu, comme tu disais, en mode camping, un peu camping sauvage. Exactement. Voilà. J'ai même pas touché à l'argent que j'avais gagné en psychomote, juste en travaillant en Australie. Donc les salaires sont très élevés. J'ai pu voyager pendant 1 an en Australie, plus travailler. Et en Nouvelle-Zélande, où j'ai acheté un van. Et j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande pendant 3 mois. D'accord, ok. Ok, donc tu reviens, t'as pas les caisses vides? Non. Ouais. J'ai encore mon argent de psychomote de La Réunion, par exemple. Ok. Et tu peux te dire, je fais un autre voyage, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est ce qui est prévu pour la suite. Exactement. Là, je vais partir en Espagne, en woofing, toujours, donc dans une famille avec des enfants, où là, je pourrais proposer aussi des activités psychomotrices. Ouais. Et puis, je serai nourrie logée à Valencia, dans une famille. Et là, c'est quel objectif qui t'a guidé là-bas? Apprendre l'espagnol. Speak Spanish. Yeah. Hablo un poco d'espagnol. Ok, et c'est trop bien parce que ça peut paraître être un objectif un peu simple comme ça, mais tu te donnes les moyens d'y arriver et ça crée des super souvenirs, des super aventures, quoi. Ça a marché pour l'Australie, tu vois, avec l'anglais, où maintenant je suis très contente, très fière quand je parle en anglais dans la rue. Ouais, très bien. Et puis là, l'espagnol, oui, il faut que je progresse. Et puis aussi la salsa qu'on partage en commun, hein, cette passion commune. Et l'Espagne, c'est parfait pour ça. Ouais, enrichir ta danse aussi, ta pratique. Exactement. Et partir seule aussi, c'est quand même assez sécure, l'Espagne, par rapport à l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. Parce que toi, t'es marrante quand même quand tu me racontes tes histoires. C'est bon, j'ai un copain qui veut partir là, on est en train de s'organiser. Tu pars jamais seule en fait, au départ. Exactement. Au début, moi, j'ai besoin d'un point d'ancrage. Enfin, j'ai besoin de partir avec quelqu'un. L'Australie, c'était pareil. Hein. La Nouvelle-Zélande, je suis partie aussi avec mon meilleur ami et avec un ami avec qui je voyageais. Et là, je pars seule pour le coup. Ah, quand même. Mais à Valencia, j'ai 2 amis que je connais qui sont Voilà. Oui, comme tu dis, mais c'est bien, tu connais, en voyageant, tu as appris à connaître aussi ce qui te rassure, tes points d'ancrage, tu parles beaucoup de ça et ça fonctionne. Oui. Et puis, tu es quelqu'un de très sociable, c'est aussi ton point fort. J'aime rencontrer du monde, voilà. J'aime parler. Ouais. Donc, assez vite sur place, tu crées des adresses, des lieux à visiter. Ah oui. Enfin, tu t'ennuies pas, je pense. Non. Je rencontre beaucoup de monde. C'est même dur des fois d'être en voyage seul. Tu vois, on est beaucoup entouré quand même. Ouais, finalement, dans les auberges de jeunesse, il y a des points de chute comme ça où ça c'est sûr. Tu rencontres toujours du monde. D'accord. Mais janvier-février, je devrais partir seule. Je ne sais pas où encore, mais cette fois. Avec ce podcast, ça fait un appel. Qui veut partir avec moi? Non, j'ai voyagé seule. Vraiment, tu crois? Et tu aimerais aller où? Alors, l'Amérique centrale est toujours dans ma tête. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Même si j'ai un peu peur de partir seule dans ces pays. Mais sinon, ça sera donc soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, soit le Laos et le Cambodge. Ok, qui est très bien. Complètement différent. Bon, voilà, tu vas voir. En fait, tu disais tout à l'heure, tu te laisses guider par ton intuition, ce qui arrive. Et là, tu te vois être psychomote dans ces pays-là ou tu cherches pas forcément ça? Alors, je sais qu'en Amérique du Sud, ça existe, même en Espagne, hein, je sais que ça existe, mais je me sens pas... en anglais, je pense que je pourrais, mais c'est vrai que l'espagnol il y a quand même du vocabulaire assez précis en psychomotricité, donc là, non, je me verrais pas faire ça là-bas, et là au Cambodge, non. D'accord. Donc, ce sera peut-être des futurs projets, tu me raconteras ça plus tard. Oui, la psychomote reste dans ma tête quand même. Ouais, je sens que c'est des parenthèses. Moi, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est que tu t'autorises.
Parce que moi, je sais, par rapport à moi, mon histoire, j'ai été psychomote pendant 20 ans. J'ai fait ça, voilà, je suis formée, j'ai un diplôme, j'y vais, c'est ma compétence et sans faire de pause. Et ça m'a amené quand même à un moment à un sacré surmenage. Ouais. Donc, je trouve ça inspirant aussi de se dire, tiens, là, peut-être que j'ai besoin d'une pause et Oui. c'est possible. Tu as trouvé les moyens de le faire. Financièrement, tu t'en sors très bien. Donc, t'es inspirante pour ça, bravo. Merci. Donc, t'as trouvé ton move, toi, en faisant des parenthèses. Exactement. On peut dire ça. Suivre ma voie. Voilà, t'as suivi ta voie en faisant des pauses et puis avec cette envie d'y retourner, on verra comment. Tu seras peut-être notre meilleure traductrice au monde. Peut-être. De recherche en psychomote, en anglais et en espagnol, parce qu'on en a besoin. Mais oui. On verra. Je vais promulguer la psychomotricité à l'étranger. À l'international. Oui. Voilà. Bon, voilà, vous suivez Laura de près. On va voir ce que ça donne dans les futures années. Merci en tout cas, j'espère que ça va inspirer nos auditeurs et auditrices. J'espère aussi, merci beaucoup Élise. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.